Bonjour à toutes et à tous. Okay. Do. Bienvenue au lundi des res. Nous sommes ravis de vous accueillir au lundi des res avec Sandrine Millonès, Dominique Léronas et Suzanne Colson à l'occasion de la parution de l'ouvrage qu'ils dirigent, L'allaitement aujourd'hui, publié dans la collection Mille et un bébés, qui est dirigée par Patrick Bensoussan. Donc nous allons passer 1 heure ensemble. Durant la première partie, les trois auteurs et autrices échangeront autour du livre. Puis nous vous donnerons la parole afin que vous échangiez autour du sujet de l'allaitement. Cette rencontre est enregistrée, sera disponible en replay dans quelques jours. Euh, pour, euh, pour participer à ce rendez-vous, vous aurez la possibilité de poser des questions directement aux auteurs, sinon d'écrire dans le chat. Mais nous vous invitons plutôt à participer en direct, à allumer vos caméras, euh, voilà, pour que cette rencontre soit la plus vivante possible. Voilà. Sandrine Millonès, vous êtes sage-femme et consultante en lactation et docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Dominique Léronas, vous êtes pédiatre et vice-président de la COFAM. Suzanne Colson, vous êtes sage-femme et docteur en lactation humaine. Voilà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Anne. Donc moi, je m'appelle Sandrine Millonnès. Je pense que c'est très important aussi d'inclure Claude qui est avec nous, qui nous fait ce privilège et qui fait partie des autrices du coup de notre ouvrage collectif. Donc Claude, moi je t'inviterai à participer à la même hauteur que Suzanne, Dominique ou moi, puisque nous on a effectivement co-dirigé cet ouvrage, mais en fait ben c'est vraiment un ouvrage collectif, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'on a écrit ensemble. Et avant tout, je crois que ce qui est très important à dire, c'est que c'est une rencontre humaine en fait entre des acteurs qui sont engagés autour de l'allaitement maternel, et on a voulu ben, réunir nos voix pour pouvoir offrir un ouvrage qui va nous permettre bah, d'être un petit peu plus dans les choses qui sont pratiques, les nouvelles recommandations, les questions qu'on peut avoir. Voilà. Suzanne, Dominique, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis Suzanne Colson. Et donc, je pense que notre objectif n'était pas d'écrire un guide. Il y a énormément de guides en l'allaitement et ils disent tous plus ou moins la même chose. Et pourtant, on a énormément de mal à démarrer un allaitement exclusif. Donc, on ne voulait pas non plus écrire un ouvrage collectif sur les bénéfices uniquement de l'allaitement ou pourquoi allaiter. Parce que je crois que beaucoup de gens aujourd'hui savent que c'est mieux d'allaiter, mais le démarrage reste toujours, beaucoup de questions restent autour du démarrage. Et souvent, pour répondre aux questions, on évoque des problèmes. Donc, on cherchait aussi à ne pas trop parler de problèmes, mais plutôt parler des joies qu'on peut retrouver en allaitant son bébé. Alors c'est vrai que l'allaitement, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est aussi vieux que l'humanité. Des livres sur l'allaitement, il y en a beaucoup, comme, et puis des journaux hein, qui sont toujours très, très intéressants. Mais je vais prendre la parole à la place de Michel Audin, puisqu'il n'est plus avec nous, alors qu'il a participé à cet ouvrage. Et je vais dire que tous ces livres, tous ces guides, tous ces protocoles s'adressent au mental, alors que l'allaitement est une fonction instinctive, n'est-ce pas, Suzanne Colson, et que c'est ailleurs que ça se passe.
Et donc, un nouveau livre, s'il ne change pas d'étage, s'il ne change pas d'angle, de point de vue, il va répéter ce que disent les autres et ça a peu d'intérêt. Donc peut-être qu'on a essayé, tous les co-auteurs, de trouver un abord qui ne soit pas celui qu'on peut lire ou entendre partout. Et c'est vrai que l'allaitement, c'est pas seulement le lait et ses bénéfices et ses anticorps, etc. C'est vrai qu'il y a des travaux scientifiques, c'est très intéressant et c'est très bien et ça nous confirme une chose évidente, c'est que le lait de la mère est fait pour les bébés, hein. C'est le meilleur, inévitablement. Mais il faudrait aujourd'hui probablement plus se tourner vers la femme qui allait, qui elle est, d'où elle vient dans son parcours et pourquoi elle rencontre des difficultés à se laisser allaiter. Et là, il y a peut-être dans notre livre des ébauches de réponses, puisqu'on va parler du biological nurturing de Suzanne Colson, on va parler de l'IHAB, on va parler de ces protocoles, j'aime pas le terme, parce que justement, on essaye d'être au-delà des protocoles, mais de ces façons de faire, on va dire, de ces procédures, de ces approches d'accompagnement qui remettent la mère au centre de l'allaitement avec tout ce qu'elle est, tout son passé, et de montrer que l'allaitement, les témoignages à la fin du livre le disent, l'allaitement, c'est beaucoup de plaisir. Oui, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur ce que Michel Audin disait. Je pense que c'est important de réaliser que nous sommes, comme il disait toujours, nous sommes tous et toutes des mammifères, mais nous sommes différents parce que nous avons un néocortex qui nous fait réfléchir. Et c'est donc neutraliser les inhibitions néocorticales qui nous empêchent d'allaiter instinctivement, je dirais. Donc, quand nous parlons d'un allaitement instinctif, ça n'a rien à faire avec l'amour instinctif, mais beaucoup plus à faire avec des comportements innés dans certaines circonstances, quand certaines conditions sont euh, prêtes ou satisfaites. Alors en ce moment-là, presque toutes les mères font spontanément les mêmes gestes pour initier l'allaitement. Et ces gestes n'ont rien à faire avec ce que nous avons tendance à enseigner aux mères de faire. Donc, si vous voulez, l'idée de l'accompagnement d'un allaitement instinctif, c'est beaucoup plus comment protéger l'environnement propice à une pulsatilité élevée de l'ocytocine. Comme l'ocytocine est vraiment le carburant d'un d'un allaitement qui démarre bien. Oui, je crois que c'est une question qui revient aussi comme fil rouge autour de notre ouvrage, c'est-à-dire bah, l'allaitement, il n'y a rien de plus vivant, c'est quelque chose qui est particulièrement important et comment est-ce qu'on peut l'accompagner individuellement en tant que coparent, en tant que société, en tant que professionnel, de quelle manière est-ce on devrait ben voilà, se mettre à côté et non pas essayer de se mettre au-dessus et de quelle manière, quelles sont les clés on essaye de donner pour bah, juste faire un pas de côté et essayer d'avoir un peu d'humilité et de se dire que ben voilà, c'est quelque chose qui nous appartient pas et en même temps qui nous concerne énormément. Ben, je peux te dire peut-être un peu quelque chose dans ce ordre d'idée. Effectivement, le lait maternel, c'est un liquide vivant et il est au service de la vie et ça fait partie un peu de ce que ma contribution dans cet ouvrage, c'est-à-dire que je parle de l'allaitement, son aspect écologique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas trop dans tous les livres sur l'allaitement dont on a parlé. Savoir que vraiment l'allaitement c'est bon pour la planète, c'est pas seulement bon pour la mère et pour l'enfant, mais c'est bon pour la planète aussi. C'est l'empreinte carbone du lait maternel est infiniment inférieure à celle des laits industriels, par exemple. Et bon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que si nous sommes tous des mammifères, on devrait pouvoir allaiter
mais nous sommes les seuls mammifères qui aient le choix. Mm. Et Mm. donc, c'est difficile. Souvent, ça commence avec le choix. Tandis que je pense que c'est très difficile de choisir euh, une façon d'être avec son bébé sans avoir le bébé dans les bras. Donc, même d'être obligé de choisir pendant la grossesse me semble lancer déjà, d'ores et déjà, des difficultés au démarrage. Peut très bien attendre à avoir le bébé dans les bras et voir, n'est-ce pas, Mm. comment ça se passe. Surtout que maintenant, on propose un contact peau à peau dans toutes les maternités, pas uniquement celles labellisées HAB. Donc, c'est important d'être avec son bébé et de voir comment ça va se passer. Et le problème, c'est que l'allaitement, c'est un truc à deux. Et en fait, effectivement, on ne demande pas au bébé de choisir. Exactement. Non, il a C'est déjà peut-être choisi. Grainer qui disait que si on mettait un bébé sur le ventre où il puisse bouger et avec un sein d'un côté et un biberon de l'autre, on sait qu'est-ce qu'il choisirait. Mais bon, on lui donne pas ce choix. Oui. Oui, mais les mères, choisir, c'est quelque chose où j'active le mental. Mm. N'est-ce pas? Je réfléchis et j'essaie d'être logique. Et souvent, en tant que sage-femme, je disais aux mères, bah, c'est pas important de décider maintenant. Vous pouvez vous informer, vous pouvez vous dire, bah, théoriquement, dans ma famille, on donne le bib, donc je pense que j'ai donné le bib, mais vous pouvez pas vraiment savoir sans accueillir le bébé. Donc notre mission, c'est peut-être d'aider les mères à avoir cet accueil en, Mm. en intimité, je dirais. Parce que l'allaitement, c'est vraiment un acte intime entre deux mammifères purs, comme disait Michel, pour l'accouchement. N'est-ce pas? On accouche mieux si on ne réfléchit pas trop. Et donc, au lieu de réfléchir à la mise au sein et comment faire d'étape en étape, juste de laisser évoluer la relation corps à corps. C'est pour ça que changer un protocole d'allaitement pour un autre protocole d'allaitement ne change pas grand-chose au bout du compte, puisque ça reste un protocole. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est ce que j'appellerais la périphérie de l'allaitement, c'est-à-dire les conditions qu'on peut créer pour que l'allaitement puisse se jouer. C'est ce que toi, Suzanne, tu proposes avec le BN, entre autres, c'est ce que l'IHAB propose en permettant un maximum de proximité et des soins qui ne viennent pas perturber cette proximité. Et c'est ce qu'il faut aussi encourager après la maternité, au retour à la maison, avec cette présence du père sur laquelle on insiste beaucoup actuellement, avec des conditions qui ont été favorisées, le père ou la personne qui tiendra la place du père, et que tout ceci crée un environnement porteur, un confort physique, psychologique, qui permettent à l'allaitement de se jouer. Oui. Sans Oui, oublier c'est sûr. le reste de l'environnement, hein. Bon, Voilà. je parle Oui, bien de ce que sûr. je connais bien, à savoir les associations de soutien à l'allaitement qui sont très, très importantes pour le Oui, succès de l'allaitement. bien sûr. Sandrine? Oui, j'allais dire que les conditions, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup questionné parce que l'arrivée dans la maternité, notamment, est-ce qu'on va y mettre comme stress? Est-ce qu'on est vraiment en train de permettre aux mères et aux familles de rentrer dans leurs pleines compétences? Est-ce qu'on peut leur permettre, est-ce qu'elles sont dans un espace protégé qui va leur permettre du coup de se risquer à apprendre en fait? Parce que c'est aussi en même temps, c'est quelque chose d'inné et en même temps, bah, c'est quelque chose, c'est une relation qui est en train de naître entre un bébé et sa Oui. mère. Et cette relation-là, elle demande d'être entourée de beaucoup de protection et de sécurité.
aujourd'hui, est-ce que la maternité en France, elle nous permet d'être dans cette protection, ou bien est-ce qu'on va être toujours en train de revenir un petit peu dans quelque chose de trop cérébral, sur le poids de référence, sur le fait, voilà, sur le nombre de tétés qui s'est passé en 24 heures, sur les entrées, les sorties, et tout ça, c'est vraiment une réflexion que je crois, avec cet ouvrage collectif, on a essayé d'impulser, en fait, on amorce. Comme tu disais très bien, Dominique, qu'est-ce qui, au niveau de la périphérie, quel est le cocon un peu de la société qui va nous permettre, soit au niveau du professionnel, soit au niveau de l'institution, soit au niveau encore plus large du monde, bah, nous permet de rentrer en fait en toute sécurité dans cette nouvelle aventure, qui est une aventure humaine absolument unique. C'est vrai qu'on avait rêvé aussi, mais on n'a pas pu aboutir sur ce chantier. À un moment, au comité scientifique de la COFAM, avec Suzanne Colson et Claude et Marie, entre autres, on avait rêvé de faire un livre, peut-être une bande dessinée sur les joies des allaitements. Parce que quand on va sur Internet et qu'on cherche allaitement, inévitablement, on trouve les problèmes d'allaitement, les difficultés d'allaitement, les témoignages. C'est parfois catastrophique, c'est calamiteux ce qu'on trouve comme témoignage sur j'ai réussi à tenir pendant 2 mois ou quelque chose comme ça. Or, en fait, nous sommes tous témoins des joies de l'allaitement, du bonheur de l'allaitement, de ce que peuvent ressentir les femmes de façon positive, mais ça n'est pas suffisamment offert à la population. Et c'est vrai que si, avec un talent de graphiste, on pourrait faire quelque chose de très joli sur ce sujet. Mm. Très encourageant. Parce que je me demande aussi, aujourd'hui, les filles qui ont entre 15 et 20 ans, quel regard elles portent sur l'allaitement? Qu'est-ce qui peut leur faire envie? Donc nous, à l'image de l'ouvrage collectif, ce qui nous ferait plaisir, c'est de répondre à vos questions, qu'on puisse échanger tous ensemble. Oui. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main. Vous avez un petit onglet réagir en bas. Et voilà, nous vous invitons à profiter de la présence de ces trois auteurs et autrices pour échanger directement avec eux. En attendant, je me permets de souligner un fait un peu original, c'est que dans cet ouvrage sur l'allaitement, il y a 4 hommes qui témoignent parmi les auteurs. Et c'est quand même une proportion un peu insolite pour un sujet aussi féminin. Je pense que les hommes ont beaucoup de choses à dire sur l'allaitement. J'en suis convaincu, je suis le premier convaincu. Ils ont tous été des bébés, hein, Oui, Et voilà. allaités ou pas allaités. Ouais. oui. Moi, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur la différence entre le démarrage, soit à la maison ou en maternité, et la continuation. Parce que je pense au départ, l'allaitement, c'est vraiment un acte intime, et que notre rôle d'accompagnement, c'est de protéger l'intimité, même pour papa et maman. Mais plus le bébé grandit, plus les mères ressentent un besoin énorme de parler de leur bébé, de faire des échanges. Donc, comme Claude a dit, la place des associations qui soutiennent l'allaitement devient très, très important, un endroit où les mères peuvent partager leurs expériences. Moi, je me souviens, on disait toujours à la Leche League, quand j'ai démarré comme animatrice à la Leche League et je suis une des fondatrices avec Claude de la Leche League France. Et et on disait toujours qu'on allait partager beaucoup, beaucoup d'idées et que c'était un peu comme essayer un gant. Et des fois, on met un gant et c'est trop serré, mais petit à petit, on aime bien et puis on garde. Donc, on va prendre cette paire. Mais des fois, c'est vraiment trop serré, on le rejette et on le remet dans le tas pour une autre personne. Donc, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas une seule façon
d'allaiter. Il n'y a pas une seule façon correcte d'être en tant que maman. Et donc, je pense que plus on a des endroits pour partager, mieux qu'on peut se sentir dans son allaitement. Sûrement. Camille Chamet, vous pouvez intervenir. Vous avez levé la main. Merci, bonsoir. J'avais déjà entendu la présentation un samedi après-midi, mais peut-être que j'avais pas tout entendu et comme ce soir je vous ai rejoint en retard. Ne répondez pas si vous avez déjà exposé les réponses à mes questions. Je me demandais comment vous aviez procédé, si c'était par des interviews, votre expérience clinique ou des témoignages où les gens savaient qu'ils pouvaient nourrir le contenu d'un livre. Et je me demandais aussi en termes de transculturel, si vous étiez allé explorer dans d'autres cultures, à d'autres époques, si on a quelques sources sur le côté historique, mais c'est peut-être pas l'objet du livre. Excusez-moi d'avoir raté l'intro. Il y a une contribution d'une historienne, de Marie-France Morel, Oui, sur qu'est-ce que on pouvait faire éventuellement dans le temps quand il y avait des problèmes d'allaitement. Donc ça, c'est la première contribution. Puis Mm. sinon, Sandrine, tu veux, Sandrine, ouais, Sandrine, explique. Sandrine, Euh, tu veux répondre? ben oui, c'était à l'issue d'une réunion, d'une conférence même, organisée pour la CFAP à Bordeaux. Et c'était dans quelle année, Sandrine? C'était 2022 peut-être. Oui, c'était le mois de Oui, novembre, décembre. C'était en décembre, je me Oui, souviens. C'était en décembre. Et on a eu le privilège d'accueillir Jack Newman à cette journée. Et donc, du coup, on s'est retrouvés d'abord tous ensemble en petit comité pour parler d'allaitement. Et de là est née l'idée d'écrire ensemble, en fait, un ouvrage collectif qui a été nourri vraiment de nos expériences de terrain, aussi de nos expériences personnelles. Et on est tous dans l'allaitement, mais on a tous un peu une spécificité, en fait, dans ce qu'on est en train de travailler autour de l'allaitement. Donc l'idée, c'était vraiment d'être complémentaire. Moi, je parle d'un orchestre symphonique, du coup. Et je dis que le premier violon, c'est la famille. Et donc l'idée, c'est pas qu'on puisse jouer tous la même note, mais vraiment qu'on joue ensemble en harmonie. oui, c'était Après, très en termes joli. d'interculturalité, c'est vrai on n'est pas, moi, j'en parle un tout petit peu parce que je travaille en PMI dans un quartier prioritaire, donc j'ai donné quelques exemples en fait d'interculturalité, mais on n'a pas un sujet, même un article autour de l'interculturalité. Non. Après, on a abordé de nombreuses, on a beaucoup réfléchi en fait au fil, voilà, de ce qu'on voulait montrer avant tout dans cet ouvrage collectif, et ça nous semblait vraiment très important, comme le disaient Suzanne et Dominique, d'aller sur la physiologie en fait, ce qui va bien, comment est-ce que ça se passe quand tout va bien, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux, comment est-ce qu'on peut laisser la place à tout le monde et comment on peut tous trouver notre place. Donc et ça, bah, d'hier, donc avec Marie-France Morel qui est une historienne remarquable, qui a fait un article d'une très grande qualité autour de ça. Et puis après, bah, de voir et dans la société la place du coparent et la réflexion autour des outils aussi, hein, tous les outils qu'on peut proposer. On n'en parle pas souvent de ça, mais on propose beaucoup d'outils pour aider, soi-disant, l'allaitement. Et nous, on est venu avec, c'est Frédéric Roussel, du coup, qui est venu questionner un peu ça aussi, de se dire, bah, voilà, c'est quoi le meilleur tire-lait? Bah, lui, il dit c'est le bébé, c'est une évidence, mais je trouve que c'est une belle formulation, en fait. Et des fois, on oublie un petit peu, on a un lobbying qui est très, très fort quand même, hein. Donc, on a essayé d'aller à l'essentiel, je crois. Et dans le prochain ouvrage collectif, on parlera d'interculturalité. Hein. Je pense aussi que c'était important d'amener des bases scientifiques pour étayer les pratiques et pas juste sur les anciennes idées reçues. Nous sommes une science peut-être très jeune
a développé et beaucoup de la science de la lactation a été développée à partir des observations sur des vaches et d'autres mammifères, d'autres animaux. Je ne sais pas. C'est important de voir maintenant la littérature est devenue très riche, n'est-ce pas? Comme moi, j'ai commencé à allaiter dans les années 70. Il y avait un livre sur l'allaitement, un seul. Vive la Leche League. Et la Leche League. Mais la Leche League ne se vendait pas à cette époque en Ouais, librairie. ouais. Et donc, j'ai acheté ce livre qui existe toujours et toujours sur la liste de la Leche League qui s'appelle Allaitez votre bébé de Karen Pryor. Et puis après, il y avait Sheila Kitzinger, euh, une ambassadeur pour la naissance et l'allaitement. Elle était anglaise et elle a écrit un livre sur les témoignages de mères pour l'allaitement. Il y avait très, très peu de littérature dans n'importe quelle langue, n'est-ce pas? Donc, c'est important maintenant de réaliser que nous avons pas mal, presque une grande banque d'études scientifiques pour étayer certaines pratiques et que c'est toujours en train d'évoluer. Donc, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de plafond sur le savoir. Et je pense que peut-être dans les années 90, on commençait à dire nous savons. Maintenant, nous savons. Et ce qu'il faut faire, c'est d'enseigner ce savoir que nous avons et aux sages-femmes et d'autres personnes pour standardiser l'accompagnement. Je pense que nous avons eu tort de faire comme cela. Parce qu'il n'y a pas une seule façon et tous nos protocoles actuels sont basés sur cette fameuse prise correcte avec le bébé, avec une bouche grande ouverte et tout ce qu'il faut faire pour obtenir un allaitement réussi. Les femmes sont toutes différentes et les bébés sont tous différents. Donc, comme tout en médecine, c'est très individuel. Oui. Mais ça rentre pas tellement dans la vision occidentale. Quand vous avez la grippe et que vous allez voir votre médecin, vous avez tous le même traitement et ça ne se passerait pas comme ça dans d'autres régions du monde. Bon, il y a d'excellents chapitres écrits par Pascal Hassler et un de ses collègues sur la pesée. La pesée quotidienne en maternité, c'est un exemple de comment nous avons hyper-médicalisé le démarrage de l'allaitement maternel. Et dans d'autres pays, on ne pèse pas les bébés tous les jours à la maternité. Donc, déjà, ça rend le démarrage d'allaitement très difficile pour les mères. Et c'est une des raisons que une bonne partie de mères arrêtent inopinément pendant le séjour en maternité un allaitement exclusif. Est-ce que c'est Madeleine qui Oui, veut dire quelque chose, je Oui, vois? j'ai oui, j'ai pas la main jaune, je sais pas le faire. Voilà. c'est pas grave. Oui, Allez-y, allez-y. je suis intéressée par le fait que vous parliez des conditions qui permettent que ça advienne, voilà, dans l'intimité. Est-ce que vous pourriez évoquer quelques éléments de ces conditions auxquelles vous pensez qui favorisent cet advenu, voilà, d'un allaitement entre une maman et son bébé, Le entre le bébé et confort. sa maman? Mais tout d'abord, enfin, si vous voulez, la façon dont nous donnons des instructions supprime toute activité spontanée maternelle. Donc, quand on utilise la pesanteur comme un ami, quand la pesanteur aide le démarrage de l'allaitement, c'est la pesanteur qui colle le bébé au corps maternel. Et en ce moment-là, la maman a ses deux mains libres. Alors, j'aurais énormément de mal à faire quoi que ce soit
de façon spontanée, même vous parler, j'utilise mes mains, n'est-ce pas, pour vous parler, et tout le monde le fait. Et nos mains traduisent beaucoup plus notre, nos sentiments que bien souvent de ce que nous disons. Donc, dès qu'elle a ses deux mains libres et que le degré d'inclinaison en arrière favorise un regard protecteur sur son bébé ou un croisement des yeux, nous mettons en, enfin, en premier deux conditions importantes pour libérer les comportements spontanés d'un allaitement instinctif. Mais si elle est obligée de contrecarrer les effets négatifs de la pesanteur en appuyant fort sur son bébé parce qu'elle est verticale, elle appuie fort sur le dos ou le cou de son bébé pour le tenir assez proche du sein. Alors en ce moment-là, elle tient souvent un- avec une main son sein et l'autre le bébé. Et donc, elle doit exercer et utiliser beaucoup d'énergie. Et beaucoup de mères disent que c'est épuisant d'allaiter. Donc, si vous voulez, c'est pas épuisant d'allaiter dans les positions où on regarde la télévision. Souvent, on va appeler le BN la position Netflix, mais c'est beaucoup plus qu'une position. Mais c'est pas comme quand vous regardez la télévision, quand vous faites quoi que ce soit chez vous, détendu dans votre salon, vous n'êtes pas raide comme ceci, n'est-ce pas? Et donc, on voit là deux des conditions, c'est-à-dire d'être confortable. Alors, le confort, c'est subjectif. Je ne peux pas dire ce qui est confortable pour vous. Donc, c'est très difficile. Puis Donc, si je peux oui, rebondir, il y a le confort physique, il y a le confort mental, il y a le confort émotionnel aussi. Donc, de oui. quelle manière est-ce qu'on va essayer de façon globale et holistique de sécuriser une famille, une mère, pour qu'elle puisse bah, se risquer à, à aller vers l'inconnu parce que finalement, alors certaines, elles ont l'expérience déjà de l'allaitement et ça peut être une bonne expérience où elles peuvent y mettre aussi beaucoup de regrets. Et souvent, dans toutes les mères qu'on peut accompagner, elles ont toujours la justification du sevrage. Moi, j'ai toujours été très étonnée. Je n'ai pu allaiter que jusqu'à 3 ans parce qu'il s'est passé ça. Je n'ai pu allaiter que jusqu'à 6 mois parce qu'il s'est passé ça. Je n'ai pas réussi à sevrer assez tôt mon petit parce qu'il y a eu ça et ça. Et en fait, on est toujours dans la culpabilité. Alors, de toute façon, je pense qu'être une mère, c'est aussi porter un peu le fardeau de la culpabilité. Mais pour le coup, quoi qu'on fasse autour de l'allaitement maternel, on a toujours besoin de justifier à l'autre, justifier à son mari, à sa belle-mère, à son médecin. Et finalement, ben, on a peu d'espace juste pour être et se sentir en sécurité et accepter ce qui est en train de se passer pour aller encore plus loin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a énormément besoin de travailler en tant que, évidemment, de société, mais juste nous en tant que professionnels ou en tant que famille, en fait. Hmm, Et il faut convaincre les mamans que le confort n'est pas un luxe. Parce que il y a quelque chose de très naturel dans l'altruisme maternel qui lui fait dire, ah mais moi c'est pas grave, l'important c'est mon bébé. Quand on fait oui. remarquer à une maman qui est en train de donner le sein, qu'elle se tient n'importe comment et qu'elle est en train de se faire des contractures musculaires, elle dit, oh mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il réussisse à téter. Donc Hmm, il faut vraiment, oserais-je dire, contraindre les femmes à accepter le confort comme étant un élément important et constructif. Il y a aussi quand même aussi la notion du temps, je crois. Parce que on n'est même pas dans de la contrainte, on est dans l'espace-temps de laisser à la mère le temps d'être, le temps de ressentir, le temps de se poser, parce que les choses, elles vont très vite et on veut toujours aller encore plus vite, parfaire les choses, être à son maximum. Et finalement, dans l'allaitement, on est dans un autre espace-temps et hmm. nous,
on devrait permettre ça, en fait, que cet espace-temps, il soit en dehors de ce qu'on vit au quotidien. Oui. Mm. Merci. Oui, puis, Est-ce comment que dire? ça répond un tout petit peu Oui, à oui, votre oui, tout question, à fait, Nathan? ouais. Oui, c'est, puis la question du rythme aussi qui me vient, quoi. Voilà, Exactement, de mettre en, que le rythme un peu singulier se mette en route exactement. et dans le ressenti et la Ah, rencontre. oui. Mm. Et pour permettre à l'autre de se mettre à son propre rythme, de se mettre en rythme. Et donc, du coup, on n'est même pas sur une seule personne, on est sur deux et plus, parce qu'il y a quand même aussi le coparent et puis la famille, voilà, le noyau familial qui va être autour. Pour ça, en tant qu'institution, l'endroit où en fait on va faire naître son enfant et on va continuer sur l'allaitement. En fait, tout ça, il y a besoin aussi, nous, de se sentir en sécurité en tant que professionnels. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle les poupées russes, en fait. Et donc, du coup, ben, si moi, il faut que je gère beaucoup de rythmes différents et en même temps, j'ai le stress de l'institution parce que je me sens en pleine souffrance professionnelle, forcément, ça ne va pas aller aider et protéger et promouvoir, en fait, ce rythme singulier. Oui, et souvent en parlant des rythmes, on a tendance à vouloir imposer des rythmes de jeunes enfants aux bébés. Mhm. Mm. Et donc moi, j'ai vraiment cherché à remettre en question, suivant des études récentes, je dirais récentes, depuis peut-être 30 ans, mais peu connues en neurodéveloppement, dans la perspective neurodéveloppementale où le fœtus suce et déglutit euh, à partir de 12 semaines et demie en état, en rythme de sommeil. D'ailleurs, il est en quiétude, dormance complète jusqu'à peu près 28 et 32 semaines de gestation. Mais maintenant, nous savons que le fœtus mature, disons, à partir de 36 semaines d'aménorrhée, n'arrive pas à moduler un état d'éveil calme. Donc cet état n'existe pas pendant la gestation et du jour au lendemain, on demande au bébé de téter dans un état d'éveil calme qu'il module, qu'il maintient difficilement à la naissance. Donc, on enlève le rythme qu'il a connu, qu'il a développé, toutes ses compétences de succion et de déglutition, et on lui demande de changer complètement de rythme. Et bien souvent, il transitionne trop rapidement dans un état d'éveil actif, agité et pleure Mhm. pour pouvoir prendre le sein. Mais si on démarre quand il est endormi, en ce moment-là, mouvement, et chaque fois qu'il bouge, mouvement égale tétée. Et donc, on n'a pas à lutter contre une, un rythme éveil-sommeil qui n'est pas approprié à la naissance. Donc ça, c'est tiré euh, encore des études et surtout des sonogrammes, échographies euh, conduites par pas mal de gens dans plusieurs perspectives. Mais il faut aller chercher ces études. Et en fait, Suzanne a écrit un article avec sa fille où elle parle de tout ça, qui devrait être publié en traduction française dans les dossiers de l'obstétrique au prochain numéro. Et c'est Claude qui l'a traduit. C'est pour Donc, ça que j'en parle, je je le suis en connais. train de revoir et puis on va peut-être l'adapter un tout petit peu pour la France parce que nous l'avons écrit pour le monde britannique. Mais c'est important de remettre pas mal de choses en question vis-à-vis des études récentes et c'est tout, hein. Je reviens sur cette idée qu'il n'y a pas de plafond
sur le savoir et ce que nous avons fait, ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré il y a plus de 50 ans avec Claude. On ne le fait plus, on ne fait plus comme ça parce que ça, ça ne marche pas aussi bien que autre chose. Donc, si vous voulez, c'est de mettre en évidence de toutes ces nouvelles études. Et pas mal des auteurs ont contribué à faire cela dans cet ouvrage collectif, je pense. Dans le chat, il y a quelques remarques et notamment au niveau de la pression du poids des bébés. Il faudrait vraiment que les maternités arrêtent de peser les bébés tous les jours et qu'elles fassent confiance aux mères et les encouragent. Y a-t-il une évolution dans les formations en médecine pour que les maternités évoluent dans le bon sens? Ça, c'est une question et aussi une remarque. Dans de nombreuses cultures, la mère reste au lit avec son bébé pendant un mois ou 40 jours et ses proches prennent soin d'elle. Cela facilite tellement l'accordage, le repos de la maman, le temps que la maman peut prendre à observer son bébé. Voilà, est-ce que vous souhaitez réagir? Ouais, il y a des cultures qui ont de la chance, hein. Mais il y a aussi les cultures où les mères doivent aussi se remettre au travail très vite, mais elles n'y vont pas toutes seules. Elles ne se séparent pas de leur bébé. Je ne sais pas qui a dit il y a une culture du bébé posé, une culture du bébé porté. Oui, Mais il est très clair que nous avons en Occident euh, cette habitude d'avoir un mobilier pour le bébé. Mais le mobilier du bébé, c'est sa mère, c'est le corps de sa mère. oui, Et Pas seulement heureux, de la mer, hein. Ça peut non, être, mais prioritairement, oui. prioritairement. Et c'est vrai que dans de nombreux endroits du monde, quand la maman se déplace, elle se déplace avec son bébé, s'il y a quelque chose à faire, ça n'implique pas une séparation. Bon, puis c'est vrai qu'il y a des bras de relais, mais c'est important quand même cette notion du bébé posé. Nous avons le bébé posé. Et pourquoi il ne veut pas rester dans son berceau, nous dit-on oui. à la maternité, n'est-ce pas, Suzanne? Oui, oui, c'est très, très important ce que tu dis, Dominique, que juste d'avancer cette idée, enfin, et c'est très soutenu par les chercheurs. Vous prenez des gens comme Albert, un chercheur américain, qui parle du fait qu'on ne peut pas apprendre à développer la capacité de faire un acte vital loin d'un corps en mouvement. Donc, Claude, tu le dis aussi que papa, maman, mais que quelqu'un porte le bébé Mhm. et que le bébé s'adapte et comprend comment, enfin, tous ces actes vitaux Les grands-mères, hein. Très important, les grands-mères. oui, 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 les grands-mères. Oui, 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 Suzanne, nous sommes d'accord. Euh, Mais le plaisir, moi, je viens d'avoir mon quatrième petit enfant. Enfin, elle a 2 ans maintenant, mais quand elle était toute petite, j'étais tellement contente de pouvoir la tenir. Ce que je pouvais, je la tenue en BN, en contact ventral continu comme ça. Elle dormait dans mes bras et j'ai pu suivre, de par les mouvements de son corps, les étapes et changements de rythme veille et sommeil. Et donc, elle a dormi, je crois, 4 heures d'affilée. Mais si je l'avais posée, elle, sans doute, Réveillées, serait oui. réveillée tout de suite parce qu'elle était loin d'un corps en mouvement. Donc, les bébés ils accordent leur respiration et leur transit intestinal et tout avec un corps en mouvement. Donc, j'aime beaucoup cette citation d'Albert que ça fait, je crois qu'il a écrit dans les années 90. Il a fait pas mal de recherches. Alors, j'ai répondu à une question sur le PRAL en me basant sur ce que je sais du PRAL, tel qu'il a été relancé par IPA récemment.
Et j'avais pas du tout cette notion historique du PRAL. Claude m'a corrigé. Le PRAL est très ancien et ça, je ne savais pas. Mais non, nous n'avons pas eu l'intention de l'introduire dans notre ouvrage. Euh, Ça se fera une prochaine fois, peut-être. Il y a aussi une question sur l'infléchissement de la courbe de poids au deuxième, troisième mois pour les bébés qui sont en allaitement exclusif. Qui de vous veut répondre à cette interrogation? D'abord, est-ce que cet infléchissement est un fait constant et nécessaire? Personnellement, j'en ai pas la connaissance. Moi, je crois que c'est tellement, enfin, dans les accompagnements d'allaitement, c'est tellement unique à chaque fois. Il faut tellement revenir depuis les expériences antérieures d'allaitement, comment s'est passée la naissance, comment, voilà, comment tout se passe en fait. On peut pas répondre. Ça serait dommage de répondre à une question comme ça de façon un peu protocolaire, alors que justement, ce livre, il cherche à donner des clés qui sont au-delà du protocole. Donc, ben, il faut vraiment écouter l'histoire, prendre le temps de savoir ben, de A à Z ce qui est en train de se passer et peut-être, en plus, je pense qu'on n'est même pas là en train de donner des diagnostics, mais plutôt en train de donner des tendances et des, voilà, ce que ça nous évoque en tant que professionnel. En tout cas, moi, c'est comme ça beaucoup que je travaille. C'est-à-dire, voilà ce que ça m'évoque, qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, la mère, elle sait un peu ce qui se passe. Oui, Même si elle n'a pas réussi encore à l'intellectualiser, elle a juste besoin qu'on puisse dénouer ensemble ce qui est en train de se passer. Et une mère qui est inquiète, elle va consulter et c'est pas forcément le pédiatre qui va demander la consultation. Donc je réponds à ma manière, mais après peut-être que vous avez envie Non, d'avoir non, des, des réponses un peu plus, j'abonde. je sais pas. C'est vrai que c'est une des questions qui sont posées aux animatrices de la H-League, hein, quand on a des coups de fil ou des rencontres, des réunions. Effectivement, le problème du poids est assez prégnant quand même, hein. Dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce qu'il arrive que manifestement il y a un problème de prise de poids et puis le médecin dit ah ben non, le bébé est allaité donc il n'y a pas à s'inquiéter. Alors que des fois si, il y a vraiment à s'inquiéter. Donc ça peut être dans les deux sens, hein. oui, tout à fait. Exactement. On peut pas, on peut avoir des protocoles pour nous en tant que professionnels de santé, mais ce n'est pas comme si on doit les suivre à la lettre. Moi, je me souviens que une fois, il y avait un bébé qui était vraiment en danger et je travaille à la maternité et une sage-femme qui est libérale a renvoyé une maman à l'hôpital. Et son bébé n'allait véritablement pas bien. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas pesé le bébé? Elle a dit, mais nous ne pesons plus les bébés. Donc, je pense que c'est très important de ne pas réagir comme cela vis-à-vis des protocoles, mais plutôt de les remettre en question, peut-être tous les 3 à 5 ans, et suivant la recherche plus récente, et aussi de les utiliser pour guider un tout petit peu nos pratiques, mais pas si j'ai besoin de peser un bébé, je vais peser le bébé, n'est-ce pas? Oui, Ce qu'on observe, ça va avec. Hmm. On a parlé du poids de naissance, en fait, du poids de... Pascal, elle parle du poids de référence. Moi, c'est vraiment un terme qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, le poids de référence. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui va être pesé à la naissance, mais c'est pas forcément cette première pesée qui va être active Référence. poids de référence en fait. Et pour autant, ben, peut-être qu'il peut y avoir des moments au niveau ne serait-ce que purement administratif où la sage-femme elle a besoin de peser le bébé parce qu'il faut qu'elle remplisse ses papiers et partir sur autre chose. C'est un poids, mais ça ne sera pas un poids de référence. Et finalement, avoir de temps en temps des moments quand même qui sont... Et puis ça va dépendre aussi des parents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parents qui ont besoin d'objectivité, qui ont besoin de quelque chose de quantifiable. Et c'est ça qui va les aider ensuite
par la suite à Mm. améliorer, à majorer leur allaitement, et d'autres qui non. Moi, je rejoins complètement Suzanne en disant il y a besoin de contenance, et c'est une contenance qui peut pas être juste une contenance comme ça, complètement folle, où on se réfère à l'univers. Oui, on peut, mais on a besoin quand même aussi d'avoir quelque chose et de scientifique, et de posé, et de sécurisé. Et en même temps, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois que ça, il faut que ça nous guide quand même. Oui, Il oui, faut se rappeler qu'en médecine, les chiffres sont là quand on se pose des questions par l'observation. Je plaisante toujours en poussant à l'excès. Je dis le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas besoin de prendre votre température, votre pression artérielle pour savoir si vous êtes en forme. Hein. Par contre, si vous vous sentez pas bien, vous allez dire, je me sens fiévreux, je vais prendre ma température, je me sens faible, je vais aller voir le médecin. Bon, et si j'ai beaucoup combattu la pesée quotidienne en maternité, c'est parce que les chiffres empêchent de voir. oui, Ouais. C'est-à-dire que l'importance accordée aux chiffres rend idiot. Et des personnes pourtant capables d'évaluer un bébé parce qu'elles s'en occupent quotidiennement, elles ne le regardent plus. Hein, parce qu'il y a les chiffres. Et c'est valable dans un sens comme dans l'autre. L'histoire racontée du bébé qui allait pas bien, eh bien, l'extrême de ce qu'on peut obtenir en changeant un protocole. On n'est pas plus intelligent, on a juste changé de protocole. mm, Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire, ce que tu as dit là, c'est vraiment c'est une graine très précieuse parce que observer, vraiment observer, toucher, comprendre, réfléchir. Parce que finalement, des fois, on va juste donner des poids et on n'est même plus en train de réfléchir sur la Mm. situation qu'on est en train de voir. oui, Et le problème de l'allaitement, c'est que souvent, il fait comme un voile sur tout. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème chez le bébé ou chez la mère, ben, s'il y a allaitement, ça va être à cause de l'allaitement. Et on mm, va pas aller voir plus loin. Je veux dire, un bébé, par exemple, qui prend pas le poids qu'il devrait prendre, hein, s'il est allaité, ben, c'est à cause de l'allaitement. Oui. Alors que c'est peut-être tout autre chose. Un bébé au biberon qui prend pas de poids, on va aller voir, on va faire peut-être un truc pour voir s'il n'a pas une, je sais pas, une infection urinaire ou un truc comme ça, ou un problème métabolique ou je ne sais quoi. Mais s'il est allaité, c'est automatiquement à cause de l'allaitement et on va pas voir plus loin. Et oui, ça, c'est vraiment très, très embêtant, que ce soit pour le bébé ou pour la mère, hein. C'est pareil. Je veux dire, Mm. moi, je donne souvent l'exemple malheureux d'une de mes co-animatrices qui est morte d'un cancer du sein dans les années 90, alors qu'elle allaitait. Et en fait, elle a commencé à avoir une grosseur, une masse dans le sein presque dès le début. Peut-être qu'elle l'avait même déjà enceinte. Et en fait, pendant un an, elle a montré, alors, je ne sais pas si elle avait fait vraiment des analyses, des examens, elle l'a montré à plusieurs médecins. Et chaque fois, on lui disait, ah ben ça, c'est parce que vous allaitez, quand vous arrêterez d'allaiter, ça va disparaître. Et puis Mm. bon, euh, voilà. oui, Elle a fini par avoir un diagnostic au bout d'un an et un an après, elle était morte. Donc je oui. crois vraiment que c'est vrai problème chez nous, que l'allaitement est accusé comme de tous les maux et que de toute façon, on va pas voir plus loin. Oui. Les médecins ne connaissent pas l'allaitement parce qu'on ne leur a jamais enseigné. Ça, c'est quelque chose qui est Ouais. simple à remédier, mais il faudrait pour ça qu'il y ait une volonté politique pour que les médecins atteignent un niveau sur l'allaitement et approchant celui d'une aide-soignante, quoi. Mm. Oui, oui. Ah oui, Ouais, mais c'est véritablement problématique, ça. mm, Ouais. Je dis souvent aux mères, si vous avez allaité déjà depuis 15 jours, vous en savez plus que presque tous les médecins. c'est ça. Oui, Ouais, mais c'est malheureux, effectivement. Parce que, je veux dire, bon, elles vont avoir besoin du médecin pour si elles ont une maladie quelconque. Et chaque fois, on va leur dire, ah ben ouais, je peux vous soigner, mais uniquement si vous arrêtez d'allaiter. Alors que, bon, on sait que
plupart des médicaments sont compatibles avec l'allaitement. Et bien sûr. il y a énormément d'allaitements qui s'arrêtent comme ça de façon brutale. Oui. Moi, Il faut je vois réagir. une remarque de Thelma. C'est une question ou un commentaire. Il faut voir aussi comment se passe le rapport entre la mère et le bébé. S'il y a le regard, la voix, l'odeur de la mère, si la mère ne lui parle pas ou ne le regarde Ah, pas, le bébé peut refuser l'allaitement. Alors, je pense que c'est drôlement intéressant, votre remarque, tellement. Je ne sais pas où vous êtes. Est-ce que je vous vois? Ah oui, oui, bonjour. Oui, parce que souvent, on oriente toute la sensorialité vers le bébé, mais c'est réciproque. Souvent, tout de suite après la naissance, au lieu de surchauffer la salle d'accouchement, on met un bonnet au bébé. Le bébé est en peau à peau, donc il est recouvert d'une couverture et avec un bonnet en disant, mais il va perdre trop de chaleur par la tête, tout le monde le sait. On peut surchauffer la salle et enlever le bonnet et en ce moment-là, la maman va aussi profiter de l'odeur de son bébé, n'est-ce pas? Parce que c'est réciproque. C'est pas uniquement au bébé qui peut profiter de l'information reçue par tous les sens. Mais on fait que la maman ne voit pas son bébé. On la positionne dans une oui. souvent très en retrait, presque à plat dos. Et puis il y a peut-être des couvertures où le bébé est placé par nous, ici, sur la partie dure de la poitrine. Et donc la maman ne peut pas voir son bébé. Donc elle reçoit beaucoup d'informations très importantes par la vision, la vue de son bébé. Donc, si on faisait autant d'attention à aider la maman de profiter de ce moment délicieux, l'accueil de son bébé, son nouveau-né, c'est la première fois qu'elle le voit. Et nous, on le met dans une position, on ne peut pas le faire, elle ne peut pas renifler son bébé. Euh, Elle peut le toucher, nous lui donnons le- notre accord pour caresser le bébé, mais pas pour le déplacer. On lui dit toujours, mais laissez faire le bébé, il sait mieux que vous, il va trouver le sein et le prendre seul. Ainsi, la plupart des bébés en moyenne trouvent le sein après 55 minutes. Mais quand les mères participent, les bébés trouvent le sein plus tôt. Ah Et oui. à un moment réciproque qui convient au couple. On ne peut pas dire aux mères ce qu'il faut faire. Et c'est dommage. Alors, votre commentaire, je pense, est très, très important, mais il faut l'étendre à tout, au couple, enfin, à la diade maman-bébé. Et pas, c'est pas à nous de prendre toutes ces décisions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de cela. Cela dit, bon, autant je suis d'accord avec Suzanne sur ce qui se passe dans les premiers temps, autant on ne peut pas exiger de la mère qu'elle reste les yeux plantés dans les yeux de son bébé pendant des mois et des mois. Hein. Non, mais Voilà, je veux dire, on surtout à peut l'accueil. allaiter, voilà, mais on peut allaiter en faisant autre chose aussi, et c'est pas dramatique du tout, et tout se passe très bien. Hein. C'est uniquement à l'accueil, Exactement. n'est-ce pas? Nous avons tendance, de par nos protocoles, à tout gérer. Oui. Et c'est pas comme ça. L'allaitement fait partie de la sexualité, de la vie reproductive, de tout ce qui nous touche au plus profond. Et on ne peut pas le contrôler comme cela. Donc, mais plus tard, c'est complètement différent plus tard. Mhm. L'allaitement devient beaucoup plus un acte où on désire partager. Et donc, vaut mieux que ça commence bien.
si on veut que ça se continue bien. Mais les mères, pour la plupart, je pense pouvoir le dire, se souviennent de ce moment d'accueil toute leur vie, de leur bébé. Elles portent leur bébé pendant 9 mois. Et puis nous, dans notre sagesse, on met maman et bébé dans des positions où elle ne peut pas voir son bébé sans dépenser de l'énergie contre la pesanteur. C'est toujours contre la pesanteur. Tout ce que, aussi bien pour l'accouchement que pour l'allaitement, n'est-ce pas? Mm. Les positions d'accouchement conviennent aux besoins de l'accoucheur, n'est-ce pas? En position gynéco, c'est toujours pour le confort de l'accoucheur, pas pour la mère qui accouche, n'est-ce pas? Qui va accoucher mieux si elle est verticale. Alors, tellement, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, finalement, nous sommes assez bavards quand même. Je pense que l'allaitement, c'est l'introduction de la relation à l'autre du Oui, bébé. Donc, pour cela, il faut, au moment d'allaitement, parce que le bébé, il avale non seulement le lait, il va avaler le regard, l'odeur, la voix. Donc, c'est très important la parole de la mère pendant le moment. Et il y a eu même des expériences qui ont dit que la voix de la mère éveille chez le bébé le désir de sucer, oui, oui. de téter. Ah, j'aime beaucoup ça. Oui, oui, Si Tout vous ça, voulez, je vous conseille un podcast de France Inter qui s'appelle Les super pouvoirs des bébés, qui est passionnant. Vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter. On va peut-être pouvoir clore cette rencontre. Ben nous vous remercions à tous et à toutes de votre participation et particulièrement à notre auteur et nos autrices. Je vous rappelle que l'allaitement maternel est disponible en librairie ou sur le site des éditions RS. Le replay de cette rencontre sera disponible dans quelques jours sur le site des éditions RS. Et je vous invite à consulter l'agenda de notre site pour participer à différentes manifestations. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Une bonne merci. soirée à tout le monde. merci. Au revoir. Au revoir.